Bonjour, je propose la troisième partie de l'étude d'un champ électrostatique créé par une calotte hémisphérique sur son axe de révolution. Dans cette troisième partie, on va étudier essentiellement le potentiel électrostatique. On passe tout de suite à l'énoncé. Donc on considère une calotte C hémisphérique de rayon grand R, de centre O et de densité de charge uniforme sigma. L'espace est muni d'un repère orthonormé direct grand R, O, E rho, E phi, EZ, et N est un point de niveau Z de l'axe OZ. On considère une bande B de la calotte de centre H et Q un point de la bande. Première question, montrer par analogie avec le potentiel créé par une spire que celui créé par la bande B au point N est dV de N égale sigma R au carré fois sinus θ sur 2 epsilon 0 fois Qn fois dθ, avec θ et l'angle QOH. Deuxième question, montrer que pour Z différent de 0, le potentiel créé par la calotte est V de N égale sigma R sur 2 epsilon 0 fois Z fois valeur absolue de R plus Z moins racine de R carré plus Z carré. Troisième question petit a. Montrer que lorsque on note bêta l'angle BNS, V de N égale à sigma R sur 2 epsilon 0 fois tangente bêta plus 1 moins 1 sur cos bêta si Z est strictement supérieur à mon grand R, racine de 2 sigma R sur 2 epsilon 0 si Z égale à moins R, et moins sigma R sur 2 epsilon 0 fois tangente bêta plus 1 sur cos bêta si Z est strictement inférieur à moins R. Deuxième question petit b. Retrouver l'expression du vecteur champ électrostatique créé au point N par la calotte. Dernière question. Établir l'expression de V de O et représenter le diagramme de la variation du potentiel sur l'axe de révolution de l'hémisphère. Voilà donc les questions. On passe à la correction. Première question. Potentiel élémentaire par analogie. Donc ici je présente la calotte hémisphérique ainsi qu'une bande B d'épaisseur d'étau de cette calotte et la spire S de rayon petit r et un point M de son axe de révolution. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de chercher le potentiel électrostatique créé par la bande B à partir de celui créé par la spire. Donc tout d'abord je vous rappelle que donc voilà la bande bien isolée. Et je vous rappelle que V de M égale à lambda fois R sur 2 epsilon 0 fois Pm. Bien sûr, on a trouvé cette expression à la partie A. Donc, on essaie de faire une analogie entre le champ V de M et le champ élémentaire dV de N créé par la bande B. Donc, on commence par l'analogue de lambda. Donc, pour le faire, on va désigner un élément de longueur dl au niveau de la spire et un élément de surface ds au niveau de la bande. Voilà, donc on va agrandir dl et ds. Bien sûr ici, donc la charge créée ou bien qui existe dans l'élément dl est dq égale à lambda fois dl et celle qui existe dans l'élément ds est égale à dq' égale à sigma fois d2 fois dl. Bien sûr, d2 fois dl représente approximativement la valeur de la surface ds. Donc pour avoir une équivalence entre dl et ds, je dois avoir une égalité entre dq et dq'. Et pour avoir cette égalité, bien sûr, on doit avoir une équivalence entre lambda et sigma fois d2. Voilà donc l'équivalent de lambda au niveau de V de M et sigma fois d2. On va donc l'insérer dans l'expression de dV de N. On passe maintenant à l'équivalent de petit r. Donc bien sûr ici, petit r est le rayon de la spire, donc son équivalent est forcément
le rayon de la bande, c'est-à-dire la distance QH. Et d'après la figure, bien sûr, QH représente grand R fois sinus θ avec θ et l'angle QOH comme on a déjà cité. Voilà, donc l'équivalent de petit r devrait être égal à grand R fois sinus θ. On la serre. On passe maintenant à l'équivalent de PM. Donc bien sûr, l'équivalent de l'hypoténuse PM n'est autre que l'hypoténuse QN. Voilà donc l'équivalent. Donc je vais insérer maintenant 2 epsilon 0. Et en fait, puisque on peut noter dθ l'angle sous lequel on voit le segment d taux à partir du point O, donc on peut écrire d taux égale à grand R fois dθ. Donc tout de suite, je vais remplacer d taux par grand R fois dθ. Et comme ça, j'obtiens l'expression finale de dv de n qui fait sigma r au carré fois sinus θ sur 2 epsilon 0 fois qn fois dθ. Voilà donc la première question, on passe à la deuxième. Donc dans cette question, on va essayer d'établir le potentiel électrostatique créé par toute la calotte. Je vous rappelle le champ électrostatique élémentaire dV de n, créé bien sûr par cette calotte. Et je vais considérer en fait le triangle QON dont je vais appliquer le théorème de L'Keshi qui dit que Qn au carré égale à OQ carré plus ON au carré moins 2 OQON fois cosinus de pi moins θ, c'est-à-dire cosinus de l'angle QON. Bien sûr, je peux remplacer cos pi moins θ par moins cosinus θ et j'obtiens cette égalité. Et puisque OQ égale à grand R et ON égale à Z bien sûr, donc je peux remplacer Qn par la racine de R carré plus Z carré plus 2RZ fois cosinus θ. Voilà donc la nouvelle expression de dV de n. Maintenant, donc, pour avoir le champ total, il faut faire passer l'angle θ bien sûr de la valeur 0 jusqu'à l'angle pi sur 2 pour englober la totalité de la calotte hémisphérique. Voilà, donc c'est-à-dire que le champ total V de n est égal à sigma r au carré sur 2 epsilon 0 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 fois sinus θ sur racine de r carré plus z carré plus 2rz cos θ fois dθ. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais essayer de multiplier et diviser par r fois z. Donc je multiplie à l'intérieur par r fois z et je divise par r fois z à l'extérieur de l'intégrale. Donc j'obtiens une nouvelle forme du potentiel V de n. Et donc à ce niveau-là, on va essayer de faire un changement de variable. Donc le changement de variable est U égale à RZ fois cos θ. C'est-à-dire que DU égale à moins RZ sinus θ fois dθ. De même, lorsque θ tend vers 0, U va tendre vers R fois Z. Et lorsque θ tend vers pi sur 2, U va tendre vers 0. Voilà donc via ce changement de variable, je vais avoir V de n égale à sigma R sur 2 epsilon 0 fois Z fois l'intégrale de RZ jusqu'à 0 de moins du sur racine de R au carré plus Z au carré plus 2U. Je peux me débarrasser du signe moins en permutant les deux bornes de l'intégrale. Et donc je vous rappelle ici que la primitive de 1 sur racine de alpha plus 2U, ça fait racine de alpha plus 2U. J'applique cette formule-là. J'obtiens sigma grand R sur 2 epsilon 0 fois Z fois racine de R carré plus Z carré plus 2U entre 0 et RZ. Lorsque U égale à R fois Z, la racine de R carré plus Z carré plus 2U, ça fait finalement valeur absolue de R plus Z. Et lorsque U égale à 0, cette racine carrée va faire racine de R carré plus Z carré. Et voilà donc je trouve l'expression de V de n que la question a demandé. Donc V de n égale à sigma grand R sur 2 epsilon 0 fois Z, le tout fois valeur absolue de R plus Z moins racine de R carré plus Z carré. Voilà donc la deuxième question, on passe tout de suite à la troisième.
Deuxième question, petit a, donc expression explicite du potentiel. C'est-à-dire, ici, on va essayer de se débarrasser de la valeur absolue. Pour cela, on va désigner plusieurs positions de grand N. Donc la première au-dessus du point B. Ensuite, on va se placer au-dessous du point B. Et finalement, on va placer exactement au point B. Donc pour Z strictement supérieur à moins R, c'est-à-dire N se trouve ici, bien sûr, V de N s'écrit sigma grand R sur 2 epsilon 0 Z fois grand R plus Z moins racine de R carré plus Z carré. Donc je peux faire cette petite transformation maintenant. Donc grand R sur Z, ça doit faire tangente bêta, bien sûr. Et Z sur Z, ça doit faire 1. Et racine de R carré plus Z carré, divisé par Z, ça doit faire 1 sur cosinus bêta, bien sûr. Donc j'obtiens sigma grand R sur 2 epsilon 0 fois tangente bêta plus 1 moins 1 sur cosinus bêta. Voilà donc la première expression lorsque grand N est au-dessus du point B, c'est-à-dire lorsque Z est strictement supérieur à moins R. Passons maintenant au deuxième cas, là où Z est inférieur à moins R. Donc dans ce cas-là, V de N égale à, donc ici on obtient bien sûr, au lieu de valeur absolue de R plus Z, on obtient moins grand R plus Z, donc j'aurai deux signes moins que je vais placer à l'extérieur et j'obtiens moins sigma R sur 2 epsilon 0 Z, le tout fois grand R plus Z fois plus racine de R carré plus Z carré. Je transforme de même en moins sigma grand R sur 2 epsilon 0 fois tangente bêta plus 1 sur cosinus bêta. Voilà, dernier cas maintenant, lorsque Z égale à moins R, c'est-à-dire que N et B deviennent confondus. Voilà, donc dans ce cas-là, tout simplement, je vais appliquer le principe de continuité du potentiel à travers une surface chargée. C'est-à-dire que V de N devrait être égal à la limite lorsque Z tend vers moins R de sigma R sur 2 epsilon 0 Z fois valeur absolue de R plus Z moins racine de R carré plus Z carré. Voilà, donc maintenant je remplace Z par moins grand R. J'obtiens ici 0 et ici racine de 2 fois grand R. Et lorsque je simplifie grand R par grand R et les signes moins, j'obtiens alors V de N égale à racine de 2 sigma R sur 2 epsilon 0 fois Z. Donc je fais un petit récap. Donc V de N va être égal à sigma grand R sur 2 epsilon 0 fois tangente bêta plus 1 moins 1 sur cosinus bêta si Z est strictement supérieur à moins R. Moins sigma grand R sur 2 epsilon 0 fois tangente bêta plus 1 sur cos bêta si Z est strictement inférieur à moins R. Et racine de 2 sigma R sur 2 epsilon 0 Z si Z est égal à moins R. Voilà, donc je vais citer cette remarque qui dit que contrairement au champ électrostatique de N, donc V de N doit dépendre du rayon de la sphère. On passe à la question 3b. Donc dans cette question, on va essayer de retrouver l'expression du vecteur champ électrostatique à partir du potentiel. Bien sûr, on doit utiliser la fameuse relation E de N égale à moins grade de V. En coordonnées cartésiennes, on écrit moins d de v sur dx, d de v sur dy et d de v sur dz. Puisque v ne dépend ni de x ni de y, donc évidemment, le vecteur E de n s'écrit 0, 0, d de v sur dz. Donc la valeur du vecteur E de n se réduit à ez, c'est-à-dire à moins d de v sur dz. Donc cette dérivée partielle peut être dissociée en un produit de deux dérivées, à savoir moins d de bêta sur dz fois d de v sur d bêta. Essayons de chercher la première dérivée partielle. Donc d'après la figure, on a cotangente bêta
est égal à z divisé par grand R, c'est-à-dire que z égale à grand R fois cotangente bêta. Si je fais la dérivée de z par rapport à bêta, j'obtiens moins R divisé par sinus carré de bêta. C'est-à-dire inversement, moins d de bêta sur dz devrait être égal à sinus carré bêta divisé par grand R. Voilà donc la première dérivée partielle, on passe à la deuxième. Donc pour cela, on va réécrire l'expression de V de n pour z strictement supérieur à moins R et z strictement inférieur à moins R qu'on a déjà trouvé. Bien sûr ici, d de V par rapport à bêta lorsque z est strictement supérieur à moins R et sigma fois grand R divisé par 2 epsilon 0 fois. Donc la dérivée de tangente bêta, ça fait 1 sur cos carré bêta. Et la dérivée de 1 sur cos, ça fait moins sinus bêta divisé par cos carré bêta. Dans le cas contraire, lorsque z est strictement inférieur à moins R, on a d de V sur d bêta égale à moins sigma R divisé par 2 epsilon 0 fois 1 sur cos carré plus sinus sur cos carré. Voilà donc les deux dérivées partielles. Bien sûr, la valeur de E de n et le produit des deux, c'est-à-dire lorsque z est strictement supérieur à moins R, on a le produit sinus carré bêta divisé par R fois sigma R sur 2 epsilon 0 fois 1 sur cos carré moins sinus bêta sur cos carré bêta. Et je dois faire le produit de ce terme avec celui-là dans le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque z est strictement inférieur à moins R. Voilà, donc enfin je peux simplifier le R et bien sûr sinus carré sur cos carré ça donne tangente carrée. J'obtiens ainsi les expressions de la valeur du vecteur champ électrostatique E de n déjà trouvée à la partie B. Voilà donc cette question 3B. On passe tout de suite à la question 3C. Donc à cette question, on va essayer de établir l'expression du potentiel au point O. Je reprends donc l'expression de V de n pour z strictement supérieur à moins R. Et en fait, au point O, l'angle bêta va être égal à pi sur 2. Et on risque ici d'avoir, donc au niveau du premier et troisième terme, une forme indéterminée de type plus l'infini moins l'infini. Pour cela, on va passer à la limite alors. Donc lorsque bêta tend vers pi sur 2, donc ici, limite lorsque n tend vers O de V de n est égale à la limite lorsque bêta tend vers pi sur 2 de sigma grand R sur 2 epsilon 0 fois tangente bêta plus 1 moins 1 sur cos bêta. Maintenant, je vais faire un changement de variable alpha égale à pi sur 2 moins bêta. Donc, j'obtiens cette expression-là. Maintenant, je vais regrouper le premier et le troisième terme. J'obtiens alors sigma grand R sur 2 epsilon 0 fois cos alpha moins 1 sur sinus alpha plus 1. Et donc, on va utiliser maintenant les développements limités. Bien sûr, on sait qu'au voisinage de 0, sinus alpha est à peu près égal à alpha et cos alpha égal à 1 moins alpha carré sur 2. Donc, en tenant compte de ce développement limité, je vais avoir à ce niveau-là moins alpha carré sur 2 alpha plus 1 bien sûr. Donc, je simplifie par alpha et bien sûr, ce terme-là va donner 0. Et j'obtiens alors sigma grand R sur 2 epsilon 0. Donc enfin, je peux dire que voilà, V de O est égal à sigma grand R divisé par 2 epsilon 0. Voilà. Donc à la fin de cette vidéo, j'aimerais bien voir un peu le diagramme comme d'habitude. Donc je présente ici le diagramme du vecteur champ électrostatique qu'on a déjà établi à la partie B et on va lui superposer le diagramme de V de n. Donc on commence ici bien sûr vers l'infini V est égal à 0 et le calcul donne lorsque n est situé à z égale à grand R,
Donc son potentiel est égal à sigma grand R sur 2 epsilon 0 fois 2 moins racine de 2. Et au fur et à mesure que je me rapproche du point O, bien sûr, le potentiel va augmenter jusqu'à avoir la valeur sigma grand R sur 2 epsilon 0. Et même si je passe en profondeur vers le point B, le potentiel, et contrairement à la valeur de E, donc le potentiel va augmenter encore jusqu'à arriver à la surface chargée de la calotte hémisphérique. Là, on atteint un maximum de racine de 2 fois sigma grand R divisé par 2 epsilon 0. Mais au-delà, et puisque le champ électrostatique va subir une variation brusque, c'est la discontinuité du vecteur champ électrostatique bien sûr, donc ici on va assister à un point anguleux si vous voulez, au terme mathématique du mot. Et de plus, donc, on va avoir une diminution du potentiel puisque au-delà du point B, le champ électrostatique va être négatif en fait. Et bien sûr, E consiste en quelque sorte la dérivée de V. Voilà, donc V va diminuer jusqu'à bien sûr tendre vers 0 pour les valeurs très lointaines. Voilà donc au terme de cette série de 3 vidéos. J'espère que on a bien détaillé le phénomène d'une calotte hémisphérique chargée. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup. À la prochaine fois.